Donc, dans la partie 1, on avait vu vraiment toutes les modes AF, les zones AF, le IF, tout ce qui était le real-time tracking, l'ergonomie pour vraiment déplacer le point autofocus, les recommandations de réglage les plus appropriées en fonction de différentes situations. Dans cette partie 2, on va commencer par un petit comparatif entre tous les boîtiers pour bien comprendre euh, quel boîtier offre quoi par rapport aux autres en termes d'évolution technologique. Les réglages fins de l'autofocus. On verra une petite section sur l'autofocus avec les bagues d'adaptation tierces. Tout ce qui est ergonomique, donc des options ergonomiques avancées, et toute une série de particularités, de petites choses à savoir. Et on terminera par quelques fonctionnalités qui ont été introduites avec le Sony Alpha One qu'on ne trouve que sur ce boîtier-là. Voilà. Alors, pour commencer, et je vais redimensionner ceci. Voilà. Voilà un peu l'évolution pour les boîtiers full frame. Vous voyez que le nombre de points autofocus, on a commencé avec la toute première génération de A7 avec 117 points d'autofocus à détection de phase et 25 de contraste. On a augmenté au fil des années et on arrive avec le A7S3 et le A1 à 759 points d'autofocus de détection de phase et 425 à détection de contraste. Et comme je l'expliquais dans la première session, ces points fonctionnent ensemble. C'est ce qu'on appelle l'AF hybride. Donc on voit là vraiment une très belle progression. On remarque également que la couverture des points autofocus a augmenté. Donc qu'est-ce que la couverture des points autofocus? Voilà par exemple la couverture sur le A9 qui couvre 93% du capteur. Donc, plus la couverture est grande, plus on est capable de suivre un sujet, quelle que soit sa position, quoi. Et donc, on est passé au fil des années. Oups, excusez-moi, ça va un peu trop vite. Voilà, de 68% à, pour l'instant, pour toutes les dernières générations, à 93%. Quelque chose qu'on peut remarquer, l'excellent A7R3 avait encore une couverture assez limitée. Le A7III était meilleur que le A7R3, par exemple, pour la couverture. On voit également l'évolution du IAF, qui avant était uniquement dans certains modes, puis est devenu dans tous les modes, mais en appuyant sur le bouton, puis en real-time. Le real-time tracking que je vous ai expliqué dans la première session, qui a été introduit avec le A9, puis sur le A7R4, le A7C. Le IF en vidéo, même chose, qu'on retrouve à partir du A9 et du A7R4. Là, sur les animaux, qui lui a été ajouté également sur le A7III. Et vous voyez également une belle évolution dans la rafale qui culmine avec le A1 à 30 images par seconde. Voilà pour à peu près les fonctionnalités pour les boîtiers plein format. Pour les boîtiers APC et les boîtiers avec un capteur 1 pouce, on retrouve le même genre d'amélioration, mais on culmine là à 425 points d'autofocus à détection de phase et 425 à détection de contraste, avec le A6600 qui a un peu l'équivalent du STR4 ou du A9, puisqu'il a le real-time tracking également, que n'a pas le A7III. Il a également l'œil sur les yeux en vidéo. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent du A7R4, quoi. Donc, en point de vue AF, le A6600, par exemple, est meilleur que l'A7III, il est plus évolué. Alors, un point également qui est très intéressant pour qui différencie les boîtiers, c'est ce qu'on appelle la limite PDAF, la limite pour l'AF à détection de phase. Qu'est-ce que c'est? Je vais l'expliquer ici. En fait,
l'AF à détection de phase est utilisé en AF continu, donc principalement quand on fait des oiseaux, de la rafale, du sport, etc. Et à moins d'avoir investi dans le 600 F4 à 13 000 € ou le 400 F2 8, beaucoup de gens utilisent par exemple le 200-600. Et si on l'utilise avec des téléconvertisseurs comme le 1.4, on est à F9 et même à F13 à ouverture maximum avec le TC2. Et en fait, certains boîtiers perdent l'AF à ce niveau-là. L'AF ne fonctionne que en AF continu que jusqu'à une certaine ouverture. Okay. Et donc, on a ici, pour référence, par exemple, le A7R3 ne fonctionnait que jusqu'à F8. Et donc, quand j'ai testé le 200-600 sur mon A7R3 à l'époque, avec le TC 1.4, je n'avais plus d'AF continu, quoi. Ça ne fonctionnait plus. Le AC3, sa limite était à F11, donc ça fonctionnait encore avec le TC 1.4. Par contre, on mettait le TC 2.0 à F13, il était perdu également. Il n'y avait que le A9 qui arrivait à faire la mise au point jusqu'à F16, et maintenant le A1 va même jusqu'à F22. Okay, donc ça, quand on utilise beaucoup les longues focales avec les téléconvertisseurs, ce genre de caractéristique peut être aussi un facteur déterminant pour le choix du boîtier. Donc, arriver à faire la mise au point, même en continu et en rafale, même avec des ouvertures très très faibles comme F16, c'est possible sur les boîtiers genre A9 et A1. Pour les autres, on va commencer à perdre l'autofocus continu. Question là-dessus? Oui, j'ai une question pas sur le sujet, mais juste sur la A73. Euh, on dit qu'il avait bénéficié du real-time tracking depuis le Mai 3.0, donc je pense de firmware. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non, ce qui a été là, c'est le real-time IAF qui a été ajouté. Mais le real-time tracking n'existe pas sur le A73 et ne pourra pas être ajouté parce qu'il est vraiment très gourmand en ressources processeurs. Donc, il est réservé au A9, au A7C, etc., quoi. Voilà, je vois ici une question de Stéphane. C'est quoi TC 1.4 et TC 2.0? Donc, Ce sont des téléconvertir. téléconvertisseurs. Donc, les téléconvertisseurs, c'est une sorte de bague optique qui se met donc à l'arrière de l'optique qui permet de multiplier sa focale. Donc, si on prend mais par contre, ces bagues de téléconvertisseurs ne fonctionnent pas sur tous les objectifs. Elles ne sont compatibles qu'avec le 70-200, le 100-400, le 200-600, le 400-2.8 et le 600 f4. Ce sont les seuls qui supportent ce téléconvertisseur et ce n'est pas compatible avec les objectifs des autres marques. Donc, si on utilise par exemple le TC 1.4 sur le 70-200, on aura un 105-280, mais il ne sera plus f2.8. Il sera f2.8 multiplié par 1.4, il sera f4. Donc, on l'utilise là, par exemple, très souvent sur le 200-600 pour, par exemple, si on utilise le TC2, on aura un 400-1200 mm, mais il ne sera plus f6.3, il sera f13. Donc, on perd en luminosité. Ces compléments optiques font légèrement perdre en qualité de piqué. Par contre, la vitesse n'est pas impactée. Le TC4, il n'y a quasiment aucune perte de piqué. Le TC2, un peu. Mais si on prend 200-600 avec le TC2 en mode, par exemple APS-C, on a l'équivalent d'un 1800 mm. Donc, pour vraiment de la photo animalière, par exemple sur un 7R4 ou sur un A1 où il reste quand même entre 20 et 26 millions de pixels, on a un équivalent de 1800 mm à f13 et on arrive à flouter complètement encore l'arrière-plan même à ce genre d'ouverture. Donc voilà. Si on fait très souvent des longues focales, c'est quelque chose qui est utile. Ce sont des compléments qui coûtent quand même assez cher. On est à 500-600 euros. Voilà, donc à vous de voir si ça peut être utile dans votre pratique.
Et Marc, est-ce que les téléconvecteurs sont aussi bien pour utiliser en vidéo ou c'est mieux d'utiliser un autre? Pareil, ça peut s'utiliser en vidéo. En AF, il n'y a aucune perte vraiment, ça fonctionne très bien, sauf si on arrive à cette limite du PDAF. Hein. Si on est à F13, là, il n'y aura plus d'AF pour l'AC3 ou l'AC3 en AFC. Pour les autres, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait des tests étendus en termes de piqué. Si on a un 400 2.8 à 13 000 euros, là, même avec le TC2, il y a très très peu de pertes, même sur 61 millions de pixels. Sur le 70-200, là, on voit vraiment une perte. En 70-200, avec un TC2, ça fait un 140-400. Le 100-400 est nettement meilleur que le 70-200 avec le TC2. Si on veut vraiment garder la qualité, il faut se limiter au TC 1.4. Et le 70-200 F4 n'est pas compatible avec les TC. Ok, merci beaucoup, Marc. Ok, on va continuer. Alors, donc ça, je vous ai expliqué, la couverture du cadre. Alors, un point spécifique pour la F, c'est le zéro blackout. Donc, quand on fait une rafale sur les A7R4 ou A7III, on verra, je dirais, un petit blackout. Et donc, on n'a pas une visée en temps réel dans le viseur, vraiment en temps réel. On est interrompu par un petit blackout. Et sur le A9 et le A1, on n'a pas cet effet. Donc, si vous allez faire énormément d'actions, etc., le A9 et le A1 ont vraiment ce petit plus pour le suivi des actions très rapides en termes d'AF. C'est cette visée vraiment continue. Avec aussi également sous le A9 et le A1, en termes d'AF, on a ce capteur très spécial, Stack Sensor, qui fait qu'on n'aura pas de distorsion. Donc pour les actions extrêmement rapides, comme du golf, etc., on n'a pas les déformations classiques. Okay. Donc ça, ce sont des petits plus à savoir pour le choix de votre boîtier pour la F. Donc pour les bagues, je vais revenir ici. Donc side. Ok, on a plusieurs bagues pour ceux qui ont encore des optiques en monture A. Il y a les fameuses bagues LE-A3, A4 et maintenant la A5. Mais la A5 n'est pas compatible avec tous les boîtiers. Je crois que par exemple le A7III ne supporte pas le LE-A5. Il faut un boîtier comme la A7R4. Donc cette bague permet vraiment d'avoir de très bonnes performances autofocus sur les objectifs Sony ou Minolta équipés de ce qu'on appelle le SSM. Hein. Ça, c'est la bague LEA3. Et si on veut vraiment l'utiliser sur tous les types d'optiques, alors il y a la bague LEA4 qui a un moteur intégré. Okay. Donc voilà pour cette bague. Pour ceux qui ont encore des optiques anciennes qu'ils auraient gardées. Donc je reviens ici. Pour ceux qui ont certaines optiques Canon, il y a la fameuse bague Sigma MC11. Pour ceux qui ont du Leica, il y a la Tech Art par exemple. Et puis il y a toute une série de bagues manuelles pour des vieilles optiques vintage qu'on peut adapter bien évidemment, mais alors en étant autofocus manuel. Pour les optiques Nikon, ça n'a jamais été la panacée. Donc là, on a des bagues qui conservent la F, mais c'est très très lent. Donc les seules bagues valables, c'est les bagues pour la monture A et pour les montures Canon qui conservent relativement bien la F, y compris le high autofocus et ce genre de choses, quoi. Voilà pour les bagues. Alors, deux réglages importants. Un, c'est la priorité pour la F. Donc, par défaut, les réglages sont sur ce qu'on appelle un réglage balancé, équilibré. Et donc, le boîtier ne va pas déclencher tant qu'il n'est pas sûr d'avoir fait la mise au point. Mais
on peut, et c'est ce qu'on fait d'habitude en AFC, où on veut faire des rafales, etc., c'est de prioriser le déclenchement. Donc, au lieu de mettre sur Balance and Phases, on peut le mettre sur Release ou déclenchement en français, pour que même s'il a une hésitation sur la mise au point, il prenne quand même la photo. Donc, si on est en rafale 10, 15, 20 images par seconde, si on le met en priorité à la F ou en balance, il va peut-être ne faire que, disons, si on met une rafale à 10 images par seconde, il va peut-être en faire que 8. Parce que sur ces 8-là, il est sûr d'avoir fait la mise au point. Si on l'a mis en mode release, il va quand même faire les 10. Il y en aura peut-être 2 de ratés, peut-être pas, mais le boîtier n'était pas sûr. Mais dans ces cas-là, il suffira de supprimer les photos. Donc en AFC, surtout en rafale, je conseille de rester sur release. Si vous ne voulez pas faire énormément d'actions ou de rafales, le réglage de base, balance and phases, donc réglage équilibré, est tout à fait suffisant pour la majorité des cas. Moi, c'est le réglage que j'utilise, sauf quand je dois vraiment faire de la rafale où je me mets alors en mode release. Alors, autre réglage qui existe, c'est la sensibilité de l'autofocus à un sujet qui viendrait s'interposer par rapport au sujet sur lequel est fait la mise au point. Donc, le réglage par défaut est le réglage standard, qui est de nouveau un réglage équilibré qui convient à la majorité des situations, mais en le mettant sur le réglage 1, Locked On, il va rester sur la mise au point qu'il a faite, même si il y a tout à coup un autre sujet qui passe. Donc, si on suit, je ne sais pas, un coureur et qu'un autre coureur le dépasse, il va rester sur le premier. L'autre réglage responsif, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui s'interpose, il va refaire la mise au point sur celui qui s'est interposé. Donc, il va rechanger dès qu'il y a un obstacle qui surgit, il refait la mise au point alors. Donc, à vous de voir quel genre de photo vous faites en fonction de ce que vous voulez faire. Soit, si c'est des oiseaux qui vont, qui viennent, il y en a des nouveaux à chaque fois, on peut rester sur responsive. Si par contre, c'est un sportif qu'on veut suivre ou on va faire le suivi d'un oiseau, etc., on peut rester sur lock on pour qu'il soit sûr qu'il reste sur le premier sujet sur lequel on a fait la mise au point. Donc, Marc, ça, c'est est-ce que Oui, c'est aussi quelque chose qu'on fait dans les voitures, par exemple des voitures de course? oui. Est-ce que c'est aussi quelque chose Oui, on qu'on peut faire ça en installe? lock-on, etc. Oui, pour garder, pour tout sujet rapide ou surtout pour des courses où il y a plusieurs concurrents, etc. Si on veut rester sur le même ou sur un joueur de foot en particulier, on peut utiliser ça. Ou un match de volley et on veut photographier sa fille au volley, les autres, on s'en fout. Bon, on peut rester sur du lock-on. Si on veut juste capturer l'action du joueur le plus proche, alors non, on peut passer sur responsive, etc. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire, quoi. Donc ces réglages existent. Par défaut, c'est sur standard qui est un bon mixte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les demander. OK. Alors, sur le A9 et le A1, étant donné qu'on a justement cet effet de pas de blackout, pas d'effet noir, on ne sait vraiment pas du tout si on a pris la photo ou pas. Donc le blackout aide quand même à savoir qu'une photo est prise et que la rafale est en route. Donc sur le A9 et le A1, il n'y a pas du tout ça. Et donc pour savoir où on en est avec la rafale, on peut afficher une sorte de signal lumineux qui est soit au centre, soit sur les côtés. Et je crois que la plupart de ceux qui ont ces boîtiers-là préfèrent sur le côté. C'est le type 3 et le type 4. On a alors des petits carrés, soit de blanc, soit de bleu, qui clignotent au moment de la rafale. Donc ça indique qu'on est en train de shooter et donc c'est assez pratique. Même si on est en silencieux, on n'a pas de blackout, mais on aura ce petit effet quoi, qui indique que la rafale est en cours. Donc je n'ai pas de A9 avec moi et j'attends toujours mon A1 qui n'est toujours pas disponible, donc je ne sais pas vous le montrer en live.
J'ai ici deux personnes, Bernard et Gaston, qui ont se levé la main. Oui. Donc, je ne sais pas s'ils ont une question. Et Eddie aussi. Voilà. Je vais un peu regarder dans quel. Voilà. Euh, excusez-moi, donc peut-être je vais être sûr que je suis sur la bonne page pour où ils posent leurs questions. Il y a à part la conversation, il y a aussi une section questions-réponses, hein. Ouais, c'est ça. Euh, Attends, je vois. La bague et le A5 étaient compatibles avec le A1? Oui, oui, je crois. mathématiques. Le Thématique. A77-2, ça c'est les anciens boîtiers monture A, je ne sais pas. Est-ce que tous vos conseils sont plus adaptés avec la mise au point avec le bouton de déclenchement ou alors en back bouton focus? Je vais expliquer le back bouton focus un peu C'est plus loin. une question très fort demandée, hein. Mais on y arrive au back button focus. Alors, donc ça j'ai couvert. Alors, la circulation du point focal. Ça, je vais vous montrer ce que c'est. On va aller ici. Vous voyez mon écran? Voilà. Alors, la circulation du point focal, ça existe, je crois, sur la 7R4 A9, A1, mais pas sur la 7.3. En fait, quand on est au bout du cadre avec le point, il va simplement passer de l'autre côté automatiquement. Vous voyez? Et de haut en bas, c'est pareil. Donc, ça évite, si on veut rapidement passer de la gauche vers la droite, de devoir retraverser tout l'écran. On peut simplement continuer à droite, il va réapparaître sur la gauche, continuer vers le haut, il va réapparaître en bas, quoi. Donc, c'est un petit truc, ça n'a l'air de rien, mais quand même, dans le feu de l'action, quand on veut rapidement bouger le point à F avec le joystick, ça permet de se repositionner de l'autre côté du cadre, quoi. Donc ça, c'est la circulation du point focal. Ouais. Alors, la couleur du point AF, hein, et non, ce ne sera pas mis à jour sur la C3, ça fait des années qu'on en parle, mais c'est peine perdue. On peut choisir entre le blanc et le rouge, maintenant, sur les boîtiers récents, A7R4, A9, A7C, etc. Moi, je trouve le rouge, personnellement, trop agressif. Ça me gêne un peu, donc j'ai choisi plutôt le blanc. Vous le voyez à l'écran. Ça me va, c'est beaucoup plus clair que le gris. Et Et voilà. et on reste à voir son image au lieu d'avoir une couleur qui bouleverse l'image. Voilà. Enfin, certains, je connais plein de gens qui préfèrent le rouge. Moi, ma préférence, c'est le blanc. Non, il n'y aura pas du rose ou du jaune. Ce sera blanc ou rouge et c'est tout. Et voilà. Mais donc, c'est quelque chose qui vraiment aussi change la vie pour savoir où est son point d'autofocus et facilement le déplacer, quoi. On ne peste plus avec ce point gris clair qui était fort difficile à voir, quoi. Alors, ouais, je vais revenir sur ici. Alors, la permutation des points à F en mode vertical-horizontal. Bon, ça c'est vraiment très particulier. Moi, personnellement, je ne l'utilise jamais. Je vais quand même vous montrer ce que c'est. Donc, je vais permuter mon boîtier de l'horizontale à la verticale. Donc, vous ne verrez pas l'image à la verticale chez vous, mais vous allez comprendre. Vous voyez où est le point autofocus. Il est plus ou moins situé, et on va se passer, comme ça sera plus clair. Il est au plus ou moins milieu et à droite. Si je bascule à la verticale, vous voyez, il est dans une autre position. Donc, ça permet de garder une position et même une zone différente en position horizontale et verticale. Si on doit très fréquemment permuter entre faire un portrait horizontal puis faire un portrait vertical et que le sujet ne bouge pas et qu'on veut rapidement faire cela, on peut définir donc
une position à l'horizontale, une position à la verticale, et il va garder. Si cette option n'est pas activée, il garde juste en vertical et en horizontal la position, une seule position, quoi. OK? Donc ça, c'est les options qui sont disponibles. Et on peut soit avoir donc deux positions différentes que pour le point F, soit avoir et un point F et une zone à F différente. Donc on pourrait avoir du flexible spot small en horizontal et du zone à la verticale, par exemple. Donc, personnellement, je n'ai jamais besoin de ça, mais voilà, ça existe pour ceux qui devraient très souvent permuter entre horizontal et vertical. Alors, une option qui est par contre, elle, géniale, c'est la limitation des zones AF, qui permet de cacher toutes les options utilisées. Personnellement, je n'utilise que deux, trois options, donc soit la zone large, soit en général le flexible spot small ou large. Et donc, dans les menus, il y a moyen d'enlever ou de décocher tous les modes non utilisés pour n'avoir plus que ici trois modes. Donc, au lieu de devoir cliquer, sélectionner le mode, scroller où on perd un temps précieux, il y a moyen de désélectionner les modes inutilisés et puis de programmer un bouton non pas pour sélectionner un des modes, mais pour faire une permutation. Donc, il va permuter ici entre les trois modes qui restent. Et donc, c'est beaucoup plus rapide que appuyer sur le bouton, sélectionner parmi les 2, 4, 6, 7 modes, faire la sélection, Enter. Non, ici, on fait un, deux ou trois clics maximum et on a permuté entre les trois modes qui restent. Donc, je vais vous le montrer en live. OK, je reviens ici. OK, oui. J'étais bien. Je vais me remettre en AFC. Et donc, ici, voilà, j'ai mode large, mode small et wide. Donc, j'ai mes trois modes et juste avec un simple clic très rapide sur ces deux, je change d'un mode à l'autre extrêmement facilement. Donc ça, vraiment, on gagne énormément en ergonomie et en vitesse. C'est vraiment une superbe option à explorer si vous avez le A7R4 ou le A9 ou A7C, etc. Alors, je reviens ici. Une autre option qui peut être utile, c'est l'enregistrement de la zone de mise au point et le rappel de la zone de mise au point. Donc, quand utiliser cette option, si on doit fréquemment permuter entre deux sujets qui sont à des endroits radicalement différents, mais qui sont relativement statiques. Hein, imaginons une scène, un théâtre avec deux acteurs qui parlent, ou lors d'un mariage avec les mariés d'un côté et puis quelqu'un qui fait un discours, où on veut facilement permuter entre l'un et l'autre. Il y a moyen donc de choisir une zone qui va être enregistrée et avec un bouton de permuter entre la zone de base et la zone enregistrée. Je vais vous le montrer en live. Voilà. Donc, pour enregistrer la zone, on se met à un certain endroit, à l'endroit où on veut, par exemple ici, sur le Playmobil de gauche, et on appuie sur le bouton FN longuement. Donc, il nous indique qu'il a enregistré la zone d'autofocus. Je me remets sur le premier Playmobil, où je peux faire donc la mise au point avec le back button focus ici. Voilà. Mais si je veux rapidement aller sur l'autre Playmobil, qui est dans une zone que j'ai enregistrée, j'ai programmé le bouton C3 pour cela. Je clique sur C3 et je suis immédiatement dans l'autre zone. Je reclique sur C3, je suis sur le premier. Donc, je n'ai pas besoin de bouger manuellement le collimateur, ce qui prend du temps. Je peux permuter très rapidement entre deux sujets et faire la F et déclencher, quoi. Donc, évidemment, ce n'est pas pour des sujets qui sont en mouvement, qui n'arrêtent pas de bouger partout. Mais quand il y a deux sujets et qu'on veut permuter rapidement, on peut enregistrer une zone et y revenir, quoi. Donc, très pratique.
ou même si un des sujets bouge, on bouge progressivement, mais on revient systématiquement à la zone enregistrée quand par exemple, la personne qui est dans cette zone-là est en train de parler pour rapidement faire une photo, quoi. Donc voilà, ça c'était pour cet enregistrement de la zone de mise au point. Merci beaucoup, Marc. C'était vraiment très, très clair. Ok, alors une autre option qui est très très utile, principalement quand on fait de la photo de détail, c'est l'AF en AFS, donc ponctuel, fonctionne avec la loupe de mise au point. Donc ça, je vais vous montrer. Et ça, il n'y a pas besoin d'activer quoi que ce soit, ça existe par défaut. Donc je me remets ici. Ça ne fonctionne qu'en AFS, pas en AFC. Donc je vais me mettre en AFS. Ok. On va se mettre. J'ai un petit souci ici, évidemment. Ok, je vais activer la loupe de mise au point que j'ai programmée en C4. Ici. Bon, évidemment, la mise au point elle est déjà faite, mais admettons qu'elle soit là. Voilà. La mise au point n'est pas faite. Je suis en zoom et je peux appuyer sur la F. Il va fonctionner. Donc, cette loupe de mise au point n'est pas réservée au mode manuel. Elle peut être utile quand on fait de la photo très détaillée, de macros, d'objets, si on veut vraiment avoir une mise au point à un endroit hyper précis, puisqu'on a deux niveaux de zoom. Donc, on peut vraiment, si on travaille avec des très faibles profondeurs de champ, on peut vraiment dire, moi, je fais la mise au point sur les cheveux du Playmobil, ou la cravate du Playmobil, ou l'œil gauche ou droit du Playmobil. Donc, si on travaille à des 1 F1.4, on peut faire vraiment de la mise au point de précision dans le cas où le Flexible Spot Small est encore trop grand par rapport à une mise au point très précise. Là, il y a moyen d'aller vraiment à un niveau de détail pour faire la mise au point très élevé, quoi. Donc, je l'utilise assez souvent pour mes tests, notamment de la bibliothèque, etc., pour mes tests de piqué. Ça fonctionne très bien pour faire une mise au point ultra précise, quoi. Voilà, pour cette fonction-là, je reviens. Alors, le fameux back button autofocus. Pour l'activer, il faut bien entendu assigner à un bouton, et en général on prend le AF on, assigner à un bouton la fonction d'autofocus et enlever la fonction d'autofocus du shutter, du déclencheur. Donc, pour le voir en live dans les menus, ici, on va revenir là. Vous voyez que j'ai mon AF with shutter qui est sur off. Ça veut dire que si j'appuie sur le déclencheur, il ne fera pas la mise au point. OK. Et j'ai programmé j'arrive dans mes custom keys. J'ai programmé le AF on sur le bouton AF on. Donc voilà, j'ai laissé la fonctionnalité qui était prévue à l'origine. Donc à quoi ça peut servir ça? En dissociant en fait l'autofocus et le déclencheur, enfin, moi je ne vois qu'une seule, un vrai intérêt, c'est en mode sportif, si on fait des rafales, et je vais vous le montrer. Voilà, j'ai la rafale, enfin pardon, j'ai fait l'AF sur ce Playmobil-ci, ok. Je peux, en gardant le doigt appuyé sur AF on, il a la mise au point qui est en continu. Je fais une rafale, mais je ne relâche pas. Donc, je peux continuer à suivre un coureur, je déclenche une rafale, je continue, etc. Donc, il garde la mise au point même si on arrête la rafale.
Et donc, ça permet justement, si on garde l'AF avec le déclencheur, dès qu'on arrête la rafale, il arrête l'autofocus. Et donc, il doit le réacquérir. Et si on a des sujets rapides, potentiellement, le sujet n'est plus au même endroit. Et donc, si on veut faire des rafales, mais pas des rafales continues, puis on arrête et c'est fini, mais des petits bouts de rafale, et puis encore une rafale, il y a encore une rafale, toujours sur le même sujet, alors ça a un vrai intérêt d'utiliser ce back bouton autofocus quoi, pour garder un AF tracking en permanence et de temps en temps faire des bouts de rafale sans devoir arrêter tout et refaire l'acquisition du sujet. Ouais, c'est Alors, comme ça, vous voyez que ce boîtier, il a quand même beaucoup d'astuces. ok, mais ça, ce back button, ça existe sur la C3, sur tous, quoi. Hein. Okay. J'ai encore une question de Philippe. Est-ce qu'on peut aussi le faire avec le DMF, cette fonction, en mode DMF? On peut, mais je ne vois pas l'intérêt. Donc, il y a des gens qui sont habitués à ça et qui préfèrent utiliser ça tout le temps, mais alors il faut permuter entre deux doigts, deux boutons. Donc, si on ne fait pas ce genre de rafale, en mode DMF, c'est pour faire la mise au point après, Il il n'y a n'y a pas pas pour d'intérêt. moi d'intérêt propre, mais s'il y a des gens qui sont habitués à faire ça depuis 15 ans ou 20 ans, ça fonctionne très bien, même dans les cas de non-rafale. Mais ce n'est pas ceux qui sont habitués, je dirais, à faire la mise au point avec le déclencheur, ils ne doivent pas et qui ne comptent pas faire des rafales avec le genre de cas de figure que je dis, ils peuvent rester là-dedans. Il n'y a pas l'intérêt spécifiquement. Mais si vous êtes habitué au back button focus sur un ancien boîtier Canon ou un boîtier d'une autre marque, etc., vous pouvez très bien l'utiliser, le programmer et continuer cette habitude-là, quoi, dans tous les cas. Mais le vrai intérêt, pour moi, c'est uniquement dans ce genre de situation que je vous ai décrite. Quoi. Ok, merci. Philippe disait qu'il parlait en fait de la version Zoom. Donc en fait pour rentrer plus près, comme tu as fait avec le test du visage avec le Playmobil. Est-ce que ça fonctionne aussi en mode DMF? Ah, en mode DMF, non. Non. Attendez, il faudrait que j'essaye. Bon, il faut essayer. Je ne vais pas dire de conneries. Je ne crois pas, mais il faudrait réessayer. Hmm. Ok. Possible que ça fonctionne. Ok. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les demander. Alors, un réglage qui est très utile, mais donc le nom est imprononçable. En tout cas, l'abréviation euh, est incompréhensible. C'est ce qu'on appelle enregistrement de réglage de prise de vue personnalisée. Et dans le menu, c'est ENR règle PDV pers. Donc, il faut vraiment consulter le manuel pour savoir ce que c'est. C'est pour ça que moi, je préfère mes menus en anglais, c'est déjà plus clair, puisque c'est Register Custom Shoot Settings. C'est déjà un peu plus clair. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'enregistrer une certaine configuration. Par exemple, moi, ma configuration de base, je suis en vue par vue, donc pas de rafale. Je suis en mode Flexible Spot Small, vitesse minimum 1/250e, ISO auto. Voilà. Mais parfois, quand il y a une action qui surgit de manière impromptue, je voudrais passer immédiatement en mode rafale, 1 millième de seconde au moins, euh, un AF tracking locked on, un AFRA wide pour capturer par exemple un cycliste qui arrive ou quelqu'un qui surgit dans l'écran, mais je n'ai pas le temps de manipuler tout ça. Donc, il y a moyen d'enregistrer cette configuration-là. Donc, on met la config qu'on veut enregistrer. On va dans les menus. C'est dans le premier onglet, le quatrième tab. C'est Register Custom Shoot Setting. Donc, en règle PDV pers. On choisit soit réglage 1, 2 ou 3. Okay. Puis, on doit programmer un bouton pour faire un rappel de cette configuration-là. Et sur appui immédiat de ce bouton, toute la configuration du boîtier est changée vers cette configuration enregistrée. Donc, si
Je crois que je l'ai programmé, moi je l'ai programmé sur le bouton qu'on trouve parfois sur le côté de certains objectifs. Donc, je vais passer ici. Donc, vous voyez bien mon écran. Là, je vais me mettre. Donc, je suis en vue par vue. OK, je suis en AFC ici et je suis. Je suis avec le back button focus ici. Donc, voilà, je suis en AFC. Hein? Et si je fais et je suis. Est-ce que vous voyez ma vitesse? Donc, je suis à un 250e qui est mon réglage de base. Si maintenant j'appuie sur le bouton sur le côté qui est le rappel de ça, je suis à 1 millième et je suis en rafale high. Voilà, je relâche le bouton et je repasse dans le mode de base. Donc, très souvent, ça dépend de votre configuration, ce que vous voulez faire, mais moi, je ne fais pas beaucoup d'actions, mais j'ai programmé ce bouton pour être en mode action rafale élevée d'un seul clic. Alors, si j'ai une question un petit instant, de Vincent. Donc, ce n'est pas la même chose que les custom settings et deux qui sont sur le sélecteur PSAM. Non, ce n'est pas la même chose, puisque on pourrait arriver à plus ou moins la même chose, mais il faut quand même tourner la molette, etc. C'est beaucoup plus lent que appuyer sur un bouton. Ça peut être n'importe quel bouton, ça peut être C1, 2, 3, le bouton sur le côté de l'objectif, le bouton que vous choisissez. Et tant que vous le maintenez, il est dans ce mode-là. Dès que vous le relâchez, il revient dans le mode de base. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide, surtout si on switch très très rapidement entre deux modes, quoi. On pourrait faire la même chose avec 1, 2, 3, mais de nouveau, ce sera plus lent, quoi. C'est vraiment pour un changement impromptu de configuration, ce genre de fonctionnalité, quoi. Marc, j'ai aussi une question de Eve. Le back bouton en AFS permet de ne pas refaire autofocus si le sujet ne bouge pas et cela permet-il de garder la mesure de lumière sur la zone de l'autofocus au cas où mesure de lumière en mode spot? Oui, ça permet éventuellement de faire ça, mais la mise au point est tellement rapide que, à part être sur trépied, il vaut mieux refaire la mise au point parce que si on travaille avec des ouvertures genre 1.4, etc., soit nous allons bouger, soit le modèle va bouger très légèrement. Et donc, si on reste en AF ou en DMF ou AFS ou avec le back button, on va avoir un léger flou parce que on aura nous bougé d'1 ou 2 millimètres ou etc. Bon, si on travaille à 5, 6, etc., sur trépied, oui, on peut utiliser aussi le back button focus dans ce cas-là. Personnellement, j'avais essayé ça, mais j'avais trop de légers ratés de mise au point en ne refaisant pas la mise au point. Donc, c'est pour ça que je n'utilise quasiment plus l'AFS, mais principalement l'AFC, sauf vraiment pour des sujets statiques sur trépied ou de la photo d'objets, des choses comme ça, quoi. Sinon, je suis toujours en AFC, quoi. On doit avancer un peu plus vite parce que l'heure tourne, il y en a encore beaucoup de choses. Petite particularité aussi à savoir, c'est qu'il vaut mieux éviter le mode I+. Il vaut mieux rester en I. La différence est entre 8 et 10 images par seconde, mais en mode I+, il n'affiche plus en live l'image réelle, il ne fait qu'afficher la dernière photo prise dans le viseur. Donc, on a un léger décalage par rapport à la situation réelle de ce qui se passe dans la réalité. Donc, il vaut mieux rester plutôt sur I. Petite chose aussi, si on enlève l'obturateur avant électronique, la rafale va être un peu plus lente puisqu'il y a un coup d'obturateur, je dirais, en plus, qui ralentit très légèrement la rafale. Les modes de stabilisation optique, donc sur certaines optiques, principalement les longues focales comme le 100, 400, le 70, 200, il y a des modes 1, 2 et parfois même 3 sur certaines optiques. Je crois qu'il y a le mode 3 sur le 200, 600 et sur le 400, 2.8 et le 600 f4. Le mode 1, c'est un mode normal passe-partout. Le mode 2, ce sont pour les panning, les panoramiques.
pour qu'il ne compense plus que suivant un axe, mais pas compenser l'axe horizontal. Et le mode 3, c'est un mode spécifique pour les scènes d'action sportives, mais qu'on trouve vraiment que sur quelques optiques très spécialisées, quoi. Alors, un autre réglage, je crois pas qu'on le trouve sur la C3, mais sur la C4, A9, etc. C'est l'entraînement de l'ouverture. Donc, c'est un nom un peu barbare. Par défaut, elle est sur standard et donc il fait la mise au point à l'ouverture sélectionnée. Et donc, si on est en basse lumière, par exemple en studio, etc., qu'on travaille à f8, faire la mise au point à f8, ça va être plus lent que faire la mise au point à pleine ouverture. Donc, il y a moyen de choisir l'option priorité à la mise au point, hein, focus priority. Et donc, même si on sélectionne f8, il va faire la mise au point à pleine ouverture pour avoir un AF le plus rapide possible. Donc, moi, c'est le mode que j'utilise par défaut. Je mets focus priority et je ne change plus. C'est ce qui permet d'avoir l'AF le plus rapide. Et on perd alors la visualisation en temps réel, quelle est la vraie profondeur de champ, etc. Mais au moins, l'AF est le plus rapide possible. Donc ça, c'est l'Aperture Drive. Alors, le Bright Monitoring, c'est un mode ou dit vérification lumineuse en français, qui ne veut pas dire grand-chose, c'est très peu clair. C'est un mode qu'on utilise vraiment la nuit, ou en astrophotographie, ou des endroits extrêmement sombres, ou avec des objectifs sténopés, ou avec des filtres ND, par exemple, quand vraiment la visée, elle est très très sombre. C'est un mode qui va permettre d'éclaircir la visée. Donc, je vais vous le montrer en live. Donc, où est-ce que je suis? Ici. Je vais me mettre en 100 ISO. Et je vais me mettre en mode manuel. Donc, vous voyez que la visée est extrêmement sombre. OK. J'ai programmé cette fonction Bright Monitoring sur la touche AEL. J'appuie de 1. Il faut se mettre, cette fonction ne fonctionne qu'en MF. Voilà. Voilà. Il éclaircit la scène pour me montrer l'image et pour m'aider à faire la mise au point. OK. Quelle est la conséquence? C'est que le taux de rafraîchissement du viseur est beaucoup plus bas. Au lieu de rafraîchir l'écran du viseur à 60 images par seconde, il va peut-être descendre à 10 images par seconde ou 5 images par seconde. Donc, dans ce mode-là, si on fait un panning, l'image va vraiment, si on bouge, bon là ça va encore, mais a priori, si c'est dans la nuit noire, on va vraiment avoir des effets de trailing. Mais c'est pour de la mise au point manuelle, vraiment dans des situations de noir total, ça permet de faire la mise au point, même de quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu, quoi. OK? Donc ça, c'est une fonctionnalité assez spécifique, mais qui, dans ce genre de situation où on ne voit pas grand-chose à l'œil nu, ça permet de faire la mise au point manuelle. Marc, j'ai une question de Eddie à propos du Focus Priority. Ça a commencé à partir de quelle version d'Alpha? Je crois que c'était là sur la CTR3, si je me souviens bien, mais pas sur la C3. Correct, correct. Je crois que c'était un des petits plus de la CTR3 par la C3, quoi, si je me souviens bien. J'ai aussi une question de Vincent. Il paraît que certains appareils sont capables de détecter qu'ils sont sur trépied. Et donc, on n'a pas besoin de couper la stabilisation quand on les met sur trépied. Est-ce que la C3 est-il capable de faire ça? A priori, tous les troisième générations sont capables de le faire, mais ne le font bien qu'avec les objectifs Sony natifs, certainement. Avec les objectifs Sigma ou Tamron ou autre chose, parfois ça fonctionne, mais j'ai constaté par exemple que le Sigma 100-400 déconnait complètement si on ne désactivait pas la stab trépied, quoi. Donc, il faut tester avec l'optique que vous avez. Ça fonctionne. Je vais essayer avec ou sans. Et dans 95% des cas, il détecte, il fait bien. Mais sur certaines optiques, c'est rare, ça ne fonctionne pas, quoi. Et alors, il faut vraiment désactiver, quoi.
Voilà. Ça fonctionne dans la majorité des cas, mais pas à 100%, quoi. Alors, on va commencer maintenant des fonctionnalités qui n'existent qu'au niveau du A7S3 A1. On a une fonctionnalité bien pratique qui, quand on visualise la photo qui a été prise, il va nous indiquer où il a fait la mise au point. Donc, on voit le point AF. Donc, si on n'était pas sûr que l'image a bien été faite au bon endroit, avec cette fonctionnalité-là, on peut voir où le boîtier a fait la mise au point. Donc, ça, c'est pas mal. On peut aussi régler la vitesse de déplacement du cas de mise au point. Si on trouve que c'est trop lent, on peut régler la vitesse pour que le point AF circule beaucoup plus vite quand on touche le joystick. Hein, pour des gens qui font du sportif, de la photographie sportive, ça peut être utile de vouloir régler ce genre de choses, quoi. Alors, des fonctionnalités très spécifiques à la 1. Il y a moyen de mettre en pause le tracking. Donc, si on est en mode tracking, avec le back button focus par exemple, mais qu'on va avoir un sujet qui va venir s'interposer et qu'on était en mode responsive et que justement on ne veut pas qu'il arrête, il y a moyen de mettre en pause le tracking. Donc on peut assigner à un bouton le fait de mettre en pause le tracking et quand on relâche le bouton, le tracking reprend. Donc c'est vraiment pour de la photographie sportive dans des cas très très précis. Alors, autre chose, il y a moyen donc, si on est en mode tracking, on voit donc le cadre vert qui suit le sujet. Si on sait qu'on va devoir changer la zone de mise au point pour le prochain shoot, il y a moyen qui montre le collimateur. Donc, on peut déjà commencer à déplacer avec le joystick le collimateur de mise au point alors qu'on est en train de faire une rafale avec le mode tracking sur autre chose. Donc, typiquement ici, le petit exemple qui est donné, on est en mode tracking sur le coureur A qui se fait progressivement distancer. On continue à le photographier, mais on veut maintenant faire la photo sur celui qui est en tête. Pendant qu'on voit que le joueur A est en train de perdre de l'avance, on peut déjà rechanger avec le joystick le collimateur pour le remettre là où va surgir le joueur B, relâcher, et puis il va recommencer la mise au point et le tracking à l'endroit où on a remis le collimateur. Donc ça permet vraiment de préparer le prochain shoot, et donc de passer d'un certain tracking, on arrête ce tracking-là et on recommence à un endroit tout à fait différent. Donc pour de la photographie sportive, ça peut être assez utile, mais de nouveau, ce n'est que sur le A1 qu'il y a cette fonctionnalité. Alors, l'autre fonctionnalité, c'est qu'il y a moyen, donc on fait un tracking. Quand vous arrêtez le tracking, a priori, et qu'on recommence à refaire une mise au point, le boîtier a gardé en mémoire quel était le point d'origine du tracking. Avec ces fonctionnalités-là, il va mettre le point, la zone de mise au point, là où vous avez arrêté le tracking. Donc, ça permet de reprendre le tracking à l'endroit où vous l'avez arrêté, plutôt que de recommencer à l'endroit d'origine. Okay. Donc, sur un A7R4, si on avait commencé le tracking ici à droite, le collimateur est resté en mémoire là, le joueur s'est déplacé sur la gauche, comme ici, mais si on est sur la A7R4 et qu'on arrête et qu'on veut recommencer, ben, la zone AF va rester à l'ancien endroit. Avec cette fonctionnalité-là, la zone AF va permuter et aller au nouvel endroit, là où on a arrêté le tracking. Donc, ça permet de commencer un tracking, on l'arrête, on recommence avec un collimateur à l'endroit où on a arrêté, plutôt qu'à l'endroit d'origine. Donc, voilà, encore une fonctionnalité assez spécifique, mais qui me semble assez utile. Alors, dans les points divers de choses à faire une fois pour toutes, la fonctionnalité de pré-AF, c'est à mettre sur off, sinon il va essayer de faire la mise au point en permanence, ça bouffe de la batterie, ce n'est pas très utile. L'affichage de la zone AFC, oui.
ça indique les petits points verts, surtout quand on est en mode large, parce qu'en mode large, sinon on ne voit pas où sont qu'est-ce qu'il a sélectionné comme collimateur. Donc, c'est une option à sélectionner sur oui par défaut. L'illuminateur AF, ça émet une petite lumière rouge pour aider à faire la mise au point en basse lumière. Dans la plupart des cas, on peut la laisser activée. Après, il y a des fonctions peu utiles. La désactivation automatique de la zone d'autofocus pour ne plus afficher le cadre vert quand il a fini la mise au point. La zone de détection de phase qui affiche la limite là où se trouvent les points F à détection de phase. Pour moi, ça encombre la vue plus qu'autre chose, donc ce n'est pas très utile. Et puis, il y a des fonctionnalités qui sont uniquement utiles si vous avez des optiques monture A et pas monture E, comme le micro-réglage AF et le Eye Start AF, qui n'a rien à voir avec le Eye F, qui est le fait de pouvoir déclencher l'AF en mettant l'œil derrière le viseur. Donc, ça perturbe tout le monde. Ce n'est pas le Eye Autofocus, ce truc-là. Donc, on ferait mieux de l'enlever des menus. Mais voilà, ce n'est valable que pour les optiques en monture A. Voilà, je suis à la fin de mes slides. Je crois qu'avec ça, on a couvert absolument toutes les fonctions qui existent. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ben, je regarde encore un tout petit peu. J'avais encore une petite question qui s'adapte de Philippe Stalin. En adaptant des objectifs en monture A via l'adaptateur LA et A5, est-il également possible de travailler à cette ouverture de F16, F22? Si Sony Belgique me fournissait le LEA5, je pourrais le tester et vous le dire. Mais on n'a toujours pas de stock, donc je ne sais pas. Non, non, et on travaille très fort dessus pour t'amener ce modèle très bientôt. Donc, Voilà. on pourra aussi préparer un webinaire sur ça bientôt. Donc, restez sur nos channels et suivez-nous sur Sony Alpha Universe et on vous tiendra au courant quand on prépare le webinaire. Voilà. J'ai une question. Est-ce que sur la 9.1, il n'y a pas de blackout en obturateur mécanique? Non, en mécanique, il y a le blackout puisqu'il y a le rideau qui est là. Pas de blackout, c'est qu'en électronique, hein. Voilà. Sur un A9, la limite est F16. Donc, ça va fonctionner avec le 100-400. Il n'y a pas de souci. Même si en mettant le 1.4, on est à F9, il va fonctionner jusqu'à F16. La limite, c'est jusqu'à quelle ouverture ça va encore fonctionner. Ça ne va pas switcher, permuter automatiquement à cette ouverture-là. Donc, ça va fonctionner à toutes les ouvertures supérieures et jusqu'à F16. Voilà. Mais je pense qu'on a un peu fait toutes les questions, Marc. Je Euh, crois. voilà. Oui, je pense qu'on les a fait, mais je pense que je te remercie beaucoup encore une Voilà. fois pour cette belle présentation.